Bonjour à tous et bienvenue sur Première Loge, un podcast par les artistes pour les artistes. Ici, on parle de processus créatif, on parle des réalités des métiers artistiques et on donne les bons conseils pour se lancer. Aujourd'hui, je reçois un profil multifacette, à la fois acteur et humoriste que vous avez sans doute vu passer sur scène ou sur les réseaux sociaux. Oda Sama, bienvenue sur Première Loge. Merci de me recevoir. C'est cosy. C'est très cosy. J'aime bien les petites, la petite guirlande. Ouais, on m'a convaincu aujourd'hui de mettre les guirlandes. J'étais pas fan à la base. Toujours... Mais si regarde, ça rend bien. Ça fait un petit côté un peu Noël, un peu là. J'aime bien. Tout ce qui est guirlande, le mot guirlande, il y a forcément un truc positif. Tu aimes. T'as jamais entendu une phrase négative avec guirlande? C'est vrai. T'as jamais entendu un truc de relou les guirlandes? Non. En guirlandais. C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi on dit en guirlandais alors que c'est cool? C'est quand tu fais comme un sapin? Est-ce que quand on met des guirlandes sur un sapin, on l'enguirlande? Je pense qu'on l'enguirlande. C'est pas Après, très positif. Il y a très peu de gens qui disent encore en guirlandais. Oui, c'est mon côté old school. Ah ouais, t'es la dernière, je pense. Ouais, je pense. Mais faut remettre en guirlandais parce que j'aime bien, c'est vrai. Super début de podcast, j'adore. Ça pose le décor. Toujours. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Alors moi, je suis humoriste à la base. J'étais dans un duo qui s'appelle toujours, parce que le duo n'est pas séparé. On est juste sur d'autres projets en ce moment. Oda et Dako. Donc c'est comme ça que un petit peu je me suis révélé au grand public avec donc Dako. Et ensuite on a déjà dès le duo commencé à diversifier un petit peu parce que c'était un petit peu le démarrage de tu peux plus que être humoriste. Un peu je trouve c'est les plateformes qui ont un peu fait exploser ça, mais que ça soit YouTube et les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta visibilité, tu la gères, donc forcément, tu crées d'autres types de formats. On s'est aussi orienté, donc on a fait tout ce qui est des formats beaucoup plus contenu YouTube compatible, type Fit and Fun et tout, c'était un petit peu cette époque-là. Et puis la fiction aussi, on a ensuite Kian Kojandi qui était venu nous chercher pour faire une série pour Canal, etc. Donc j'avais déjà un petit peu commencé à diversifier un peu les activités et pas faire que de la scène. Et ensuite, post-Covid, on a décidé un petit peu de chacun partir dans des projets un peu plus solo. Dako, il est parti sur la musique. Et moi, c'était justement, je voulais rester un petit peu dans la verve de tout ce qu'on avait construit avec la scène, mais dès le départ, en mettant en parallèle le fait de créer du contenu pour les réseaux. J'ai fait un podcast, j'écris des fictions, je joue dans des trucs. Donc un petit peu tout ce truc-là, un peu couteau suisse, et de pas... mon cœur de métier, c'est la scène, mais... En vrai, aujourd'hui, on fait tellement de choses. On est tout. Et justement, les réseaux sociaux, toi, c'était déjà une approche pour avoir de la visibilité pour la scène, ou c'était un peu une fin en soi de créer du contenu sur les réseaux? Ah non, moi, j'ai toujours vu les réseaux sociaux comme un moyen de pouvoir montrer ton travail. Ouais. Mais comme pour moi, la finalité, c'est pas de faire de la télé, par exemple. Oui. Les deux finalités, en vérité, pour moi, ça va être la fiction et la scène. C'est les deux finalités, en tout cas, moi, que je target. Le reste va servir à mettre en lumière, soit, par exemple, un sketch ou de l'humour pour que les gens viennent sur scène, soit de l'écriture et du jeu pour la fiction. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus des biais de communication et qui sont cool pour que les gens puissent découvrir des artistes. Mais typiquement, tu vois, je sais pas, une Laura Felpin, elle peut pas devenir comédienne si elle se met pas un jour à se filmer et à jouer des personnages dans sa cuisine. Et c'est trop cool. Donc c'était pas une finalité en soi ça, mais ça a permis de mettre la lumière sur son talent. Derrière, elle lance son spectacle, ça marche, elle commence à jouer dans des trucs. Mais t'en as plein des exemples comme ça aujourd'hui, je trouve ça cool, quoi. Donc toi, tu vois ça un peu comme une bande démo quelque part? Un peu ça. Moi, je vois clairement ton Insta, ton TikTok, etc. comme, selon ce que t'as à vendre, comme un petit peu un concentré en 1 minute, parce que en 1 minute, bien évidemment, tu peux pas montrer l'ensemble de ton travail, mais si je suis un chanteur, je vais te montrer en 1 minute que je chante et je vais réussir à trouver une petite pastille un peu sympa. Si je suis, je sais pas, je fais du fitness ou je suis humoriste, peu importe, mais c'est un peu des petites cartes de visite. Parce qu'aujourd'hui, ça va très vite, les gens, ils entendent parler de toi, ils regardent, clac, clac, clac. Faut que les gens ils comprennent c'est quoi le message, quoi. Oui, mais toi, t'as fait du coup la dynamique un peu inverse, dans le sens où t'as quand même commencé sur scène, t'as conquis un public, tu vois, réel sur scène. Ensuite, t'es allé sur le digital. Et je trouve que c'est assez sain comme approche, mais l'opposé, c'est super dur de convertir, tu vois, une audience digitale. Pas tant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé. Okay. Je pense que justement, à l'époque où moi je commence, c'est vrai que les gens qui sont sur le web, généralement restent sur le web. Les frontières étaient encore encore bien délimitées quand même entre le cinéma, la scène et Internet. Là où aujourd'hui, c'est quand même, ça a vachement bougé.
Et moi, je connais des gens qui, justement, ont pété sur Internet et derrière, quand ils ont lancé un spectacle, ça a directement eu des succès. Alors, ils avaient déjà des grosses communautés de ce fait-là, tu vois. Mais c'est vrai que le chemin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était, t'es dans la scène. En fait, au départ, on n'était pas du tout sur les réseaux et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte de la puissance du truc. C'est qu'en fait, ça permet juste de mettre en lumière à des gens qui pourraient pas forcément physiquement se déplacer. C'est juste un canal de communication énorme, quoi. Ouais, bien sûr. Mais l'écriture, en plus, sur scène et sur les réseaux, ça a quand même rien à voir. Oui. C'est quoi, toi, ton rapport à ça et ton approche de chaque écriture? Alors, en vrai, ça va dépendre, parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs... C'est fou, c'est que paradoxalement, typiquement, tu vas faire un sketch, tu vas l'avoir en télé, tu n'auras même pas le même impact que ton sketch que tu vas diffuser sur les réseaux. Oui. Ça va exploser. Et là, pour le coup, tu montres quand même ton travail sur scène. Pareil sur des chroniques radio. J'ai des potes qui font des chroniques radio. Quand ils font la chronique, la radio, ça reste encore très niche quand même, des gens qui écoutent encore la radio. Mais par contre, leur chronique relayée sur Insta, YouTube et tout, ça explose. Et la plupart des mecs chroniqueurs radio, en vérité, ce qui est paradoxal, c'est que c'est des succès réseaux sociaux en vérité. Mais ils sont juste dans une radio filmée. Mais c'est ça qui a tout changé. Donc, c'est un petit peu le tradi, mais que tu vas aujourd'hui booster grâce à la puissance des réseaux sociaux. Mais pareil, nous, à l'époque, on faisait des chroniques chez Click. Oui. Click en natif, personne ne le regarde. Personne ne regarde Click à 20h sur Canal. Mais par contre, nos chroniques, dès qu'on les mettait sur Insta, mais typiquement, un mec comme Roman Fressinet, le mec a pété grâce à ses chroniques dans Click. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui ont regardé ses chroniques en natif au moment où il les faisait en télé, vraiment en direct. Mais c'est derrière, quand c'était reboosté par le YouTube, par le Insta, etc. de Click, que là, ça a explosé, tu vois. Donc, je pense que tu peux allier les deux et je pense que tu peux mettre en lumière ton travail. Et quand moi, j'écris du contenu full pour les réseaux sociaux, j'essaye justement d'avoir quelque chose où je me dis, là, ça va peut-être mettre en avant mon écriture, ceci. Donc, j'essaie quand même d'avoir un truc où j'essaie de pas dénaturer mon art final. Mais pour moi, si t'es marrant sur une vidéo Insta, ça peut mettre en avant le fait que t'es marrant aussi sur scène quand tu fais des vannes, quoi. Et justement, le fait d'être un peu multifacette, de toucher à tout, c'est quelque chose que tu penses qui te sert ou qui te dessert? Parce qu'il y a aussi cette crainte de parfois perdre un peu le public. C'est ça. C'est qu'il faut réussir. En fait, au départ, t'as envie un peu de tout faire. Et tu te rends compte que les gens, en fait, faut se mettre quand même à la place des gens qui ont énormément d'offres. Ouais. Et ils vont pas forcément, ce qui est normal, avoir la patience d'aller décoder ton truc. Faut que ça soit très clair. Faut que le message il soit très clair. Ensuite, une fois que t'as des gens qui sont acquis, tu peux peut-être aller un peu plus dans la profondeur et pouvoir t'amuser un petit peu. Mais faut que ton produit d'appel il soit assez clair. C'est-à-dire que si t'es un mec qui est, selon ton positionnement, ta cible, ce que tu représentes, faut que ça soit, tu peux pas mettre un contenu le lendemain à autre chose. Et les gens se disent, attends, je comprends plus. Il est humoriste, il est chanteur, il est machin, il est drôle, il est pas drôle, faut que ça soit assez clair. Et puis ensuite, mais c'est ça qu'il faut savoir épurer et savoir choisir. Mais après, moi, j'encourage tout le monde qui débute à tester des choses parce que même toi, au départ, tu dois te trouver et tu prends pas trop de risques à le faire parce que à la base, ta communauté n'est pas encore faite. Ouais, c'est clair. Et plutôt que de mettre tapis sur un truc qui au final, ça se trouve, te ressemble pas, essaye des choses et puis après, tu vas pas refaire ton personnage, ce qui te plaît, ce sur quoi t'es à l'aise. Et puis après, une fois que t'as ça, là, par contre, va falloir que tu t'épures et que tu sois dans un produit qui soit clair. Comment tu as commencé, toi, ta collaboration avec Daco? Donc, on se connaît d'enfance, on se connaît d'avant. D'accord, donc c'était très simple et logique très simple. De travailler ensemble dès le début. On se connaît d'enfance, on vient de la même ville, on était en coloc. On avait vraiment ce truc autour de l'impro, etc. Ouais. Et c'est là qu'on commence à nous faire des petits cafés-théâtres, des petits comédie clubs, à faire ça. Mais vraiment, c'est parti de la scène. Et à aucun moment, on avait ce truc-là de faut qu'on mette ça sur les réseaux, ça va buzzer, etc. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on commençait à nous appeler en télé, on commençait à avoir pas mal d'extraits, vidéos de choses. Et je sais même plus, je crois qu'on nous a dit, mais vous devrez les mettre sur YouTube, vos trucs. On les a mis pour dire on connaissait tellement rien qu'à l'époque, on n'avait même pas conscience qu'il vaut mieux ton contenu le distiller. On a uploadé 30 vidéos un lundi à 15h d'un coup. De tout votre travail. Tout notre travail. Alors qu'on avait sans doute 1 an de diffusion. Ah, waouh. On aurait pu avoir tous les dimanches une vidéo, etc. Nous, on y connaissait tellement que dalle. On a vraiment on s'est posé dans un café, on a pris le wifi, on a mis toutes nos vidéos à 1 heure, n'importe quoi. Et au final, ça a quand même lancé notre chaîne, pour te dire. Alors qu'en fait, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais on n'était pas du tout, on était complètement à l'arrache. On a mis ce truc-là. On n'a même pas calculé le truc. Genre 6 mois après, je reviens, il y avait des vidéos qui avaient genre 500 000 vues. On avait pris, je sais plus, au démarrage, on devait avoir 50 000 abonnés et on s'est dit, ah ouais, en fait, ça a pris ce truc. Il se passe un truc. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser au truc.
et un petit peu diguer le truc pour comprendre que, ah ouais, machin, comme on avait pas mal de réseaux, on a commencé à mettre en place des rendez-vous, faire des tournages, faire des fit and fun, faire des machins, faire des concepts. Et puis après, bon, ça a lancé le truc. Mais à la base, on était full à l'arrache. Et comment ça se passe, vos débuts, vos premières scènes, justement, ensemble? Bah, en vrai, nous, on était deux potes, on se marrait, on voyait ça, on avait nos tafs, on voyait ça comme un loisir. Ok. Hein, mais comme tu fais du paddle avec ton pote. Hein. Vraiment, c'était en mode être marrant si le week-end, on va dans des cafés-théâtres, on fait nos petites impros. Et on se faisait rigoler, sauf que ça s'est très vite professionnalisé parce qu'on nous a très vite appelés pour des premières parties, pour des festivals, pour des télés. On n'a même pas été dans un truc dans la démarche de se dire, calculer de si on fait ça, on va se faire voir par là. On faisait les petites scènes pour rigoler avec notre tableau et nos impros. Et comme on avait un produit qui était très différent, ben on nous a vite appelés et en fait, on s'est vite retrouvé un peu au dos du mur de bon, ok, qu'est-ce qu'on fait, gars? Parce que là, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité. Et donc, on a pris la décision. Mais en vrai, on commence en septembre. Et en janvier, on est là en mode ok. On fait des ruptures conventionnelles de nos tafs. On se donne un an. On dit on voit dans un an. Au pire, on aura kiffé un an. Et puis, on reprendra dans une vie plus classique. On taffe. Mais au moment, on est au bout du délire, tu vois. Et en fait, au final, on n'est jamais revenu. Mais on s'est vraiment, on a fait de manière très scolaire. Vas-y, on se prend un an. Ensuite, on a fait des cours de théâtre pour écrire un spectacle. Et un peu, au début, on avait que le truc de deux potes qui savent faire des impros. On s'est dit, ouais, si on veut un spectacle d'une heure, faut qu'on sache jouer la comédie, faire ci, faire ça. Et donc, on a pris des cours de théâtre, on a fait voilà. Et puis, petit à petit, on a fait toute notre... Parce que du coup, t'avais jamais pris, par exemple, de cours de théâtre avant de monter sur scène? Ah non. J'adore. Ah non, on était en mode full à l'arrache. On arrivait... Vraiment, c'était deux potes qui rigolent ensemble et quand un petit truc que tous nos potes nous disent en soirée, putain, c'est trop marrant quand vous êtes des impros à deux. Allons-y, à la base, on a vraiment tapé soirée stand-up vraiment sur Bière et Duc. On est allés tous les voir. Ensuite, on est allé à la fin leur pitcher notre truc, ils ont rien compris. Et jusqu'à ce qu'il y en a un ou deux qui disent bon, vas-y, semaine prochaine, vas-y. On n'était même pas payé rien et tout. On y va, on fait le truc, nous, ça nous fait marrer. Sauf que le bouche à oreille se fait assez vite. On est appelé, tac. Et je dis, en moins de 6 mois, on était appelé pour faire des premières parties de gros artistes, des télés, des radios et tout. Donc, on s'est laissé vivre le truc, quoi. Et après, c'est là qu'on a commencé à se dire, à prendre goût au truc, prendre goût à la scène, prendre goût à tout ce délire. Et ensuite, se dire, putain, si on avait un spectacle, mais par contre, on a eu l'humilité de se dire, par contre, on peut pas du tout faire en 1 heure. Donc là, on va se parfaire en écriture, en trucs, en jeu, en faire des cours de théâtre, on va tout faire pour petit à petit, au final, avoir un spectacle qui, en plus, on a rodé pendant des années avant d'avoir vraiment un spectacle dans des grandes salles, en tournée et tout. C'est, mine de rien, on a fait ce travail-là un peu sur le tas, quoi. Tu faisais quoi comme travail avant? Rien à voir, j'étais commercial dans l'informatique. D'accord. Ça te passionnait? Pas du tout. D'accord. Ah non, c'était chiant à mourir. J'avais envie de crever tous les matins. Mais j'avais un peu ce truc-là, alors qui est peut-être un peu dans l'éducation culturelle et tout, de se dire, la culture, c'est un loisir, ça peut pas être un métier, tu vois. Et donc, du coup, alors que moi, quand tu regardes enfant, ça a toujours été évident que moi, dans tout ce que je faisais, ça a toujours été beaucoup plus l'artistique qui m'attirait dans ce que je voulais faire quand j'étais petit. Moi, mes rêves quand j'étais petit, c'était d'être soit acteur, soit... Tu regardes, c'est marrant parce qu'il y a mon oncle, quand j'étais petit, tout le temps, il filmait les réunions de famille. Il avait un vieux caméscope, on n'a jamais vu ces trucs. Et là, récemment, il a ramené toutes ses cassettes chez un gars qui les a numérisées. Donc, il nous a tout envoyé des heures de trucs. Trop bien. Et tu vois, les réunions de famille, donc moi, j'ai du côté de ma mère, grosse famille Viette, on est 8 milliards d'enfants, 8 milliards d'oncles et tout. Et moi, tu me vois, j'ai 8 ans et je suis là devant tout le monde. Alors, on va faire un spectacle. J'organisais des spectacles. Je forçais mes cousins à être machin. Donc, j'avais déjà ce truc-là. Donc, en fait, c'était évident que je pense que si j'avais eu des parents artistes, j'aurais directement beaucoup plus vite été dans ce truc. Mais en fait, moi, dans ma tête, ça a toujours été, non, c'est à côté. Et même au niveau des loisirs, je pense que mes parents, dans leur tête, c'était beaucoup plus le truc classique. Donc, je faisais du sport, j'ai fait du piano. Bon, j'ai vite arrêté parce que j'étais nul. Mais jamais eu des trucs de théâtre, de stand-up, de comédie. Jamais été dans ces trucs-là parce que je pense culturellement, c'était pas du tout dans le logiciel. Faut faire un travail beaucoup plus... Tu fais tes études, tu fais un taf. Et puis, à côté de ça, si t'as envie de rigoler, tu feras du sport, des machins pour... Donc, c'est pour ça que même à la base, dans la démarche, et Daco, pareil. Je pense qu'il a été élevé avec le même genre de schéma. On a fait à peu près les mêmes études, on faisait le même taf. Mais à côté de ça, en vrai, c'était pas du tout ce qui nous passionnait. Et en fait, dès qu'on a fait ça, on a dit, mais en fait, tu peux faire ça et en vivre, et c'est ton métier. Putain, mais c'est incroyable. Et donc, mais avec 10 ans de retard, tu vois. Donc, c'est un peu ce truc-là. Mais en même temps, à côté de ça, ça m'a donné une structure et des choses d'avoir fait des études que j'aurais peut-être pas eu si j'avais directement été artiste, qui me servent aujourd'hui aussi quand même. Oui, bien sûr, mais ça donne une autre expérience. Ça donne un bagage, ça donne aussi une forme un truc aussi de savoir t'organiser, de savoir qu'une carrière, c'est pas que du talent, mais c'est exactement, c'est savoir
se produire, savoir comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que des fois, tu as des mecs hyper talentueux, du jour au lendemain, ils disparaissent. Mais parce que les gars, il suffit que tu tombes sur la mauvaise prod, tu fais le machin, le mauvais choix, tu gères un petit peu à l'arrache et tu disparais. C'est 10% le talent. Tout le reste, ça va être de savoir te rendre visible, savoir gérer ta carrière, savoir tout faire, tout ce qui est à côté. Oui, et donc il y a 2 choix dans ces moments-là, c'est soit tu arrives à faire un petit peu tout seul, soit tu t'entoures. Ouais. Toi, comment ça s'est passé justement les premiers collaborateurs que tu as intégrés à ton projet? Au début, ouais, c'est sûr que t'as un peu peur et puis il faut savoir te faire accompagner. Donc après, mais il faut aussi accepter que tu peux pas tout faire tout seul. Ouais. Alors il y en a qui le font et très bien, mais ça reste quand même compliqué, surtout dans le monde du spectacle. Faut tu veux savoir organiser. T'as quand même une expérience, des choses, des contacts, des erreurs que tu ferais dans tout. Et donc, ouais, savoir t'accompagner, au début, c'est un peu compliqué. Tu pars un peu dans l'inconnu, puis à un moment donné... Et puis, comme on dit, au début, forcément, tu vas te manger un peu des douilles, parce que t'es un peu un jeune. Mais comme on dit, c'est le prix pour apprendre, et c'est normal. Et après... Mais surtout, dans tous les domaines, parce que pareil, sur YouTube, en tout cas sur les réseaux, on arrive un petit peu en mode on n'y connaît rien. Et donc, on a été géré par des prods, des machins. Avec le recul, tu te dis, bon, ils sont quand même un peu fait plaisir. Ouais. Mais t'as appris des trucs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans mon expérience en solo, c'est beaucoup de choses qui m'ont servi, que ça soit sur les réseaux, sur la scène, surtout, tu vois. Dans la gestion de ma petite carrière, tu vois. Oui, et maintenant, t'as peut-être t'es plus apte à tout gérer par toi-même. En tout cas, tu sais que tu dois te faire aider, mais t'as beaucoup plus conscience de quels sont tes points forts, tes points faibles, puisque t'as besoin. Si quelqu'un fait n'importe quoi dans ce que tu lui as demandé, tu peux vite détecter, dire attends, là, ça pas les prix, là tu fais pas le travail qu'on te demande là. Mais c'est sûr qu'au début quand t'arrives, tu peux pas, t'as pas une science infuse et à un moment donné tu peux pas remplacer l'expérience. Quand tu étais en duo avec Dako, comment est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que forcément, vous n'avez pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Ouais. C'était quoi votre dynamique entre vous? Nous, c'était beaucoup... je pense que chacun savait gérer ce qu'il savait gérer selon les domaines dans lesquels il pouvait apporter. Donc, comme une équipe, en vérité, tu vois, où ça sert à rien de doubler les postes, mais il faut justement se compléter plus que doublonner les postes. Et donc, c'était vraiment ça, chacun, mais naturellement, selon les personnalités, ce que chacun voulait faire, etc. Donc, en vrai, je pense que ça s'est fait... En plus, on était potes d'avant, donc c'était vraiment quelque chose qui était presque dans la relation naturelle des choses. Et même aujourd'hui, parce qu'en fait, on bosse toujours ensemble, même sur mon solo, que ce soit sur mon spectacle, alors que sur la partie spectacle, mais c'est un petit peu toujours dans la même dynamique, tu vois. Pour que chacun soit à sa place et qu'il n'y ait pas de... tu vas dire à l'autre quoi faire, naturellement, on va se répartir plus les tâches, tu vois. Et c'est quoi ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans l'aventure en duo? C'est quelque chose, l'aventure en duo. Surtout 2 sur scène. C'est beaucoup plus simple quand t'es dans des duos, parce que les gens le voient pas, mais dans les coulisses, souvent, c'est jamais des aventures seules. Oui. Mais souvent, t'as soit un co-auteur de l'ombre en mettant en scène, ça peut être plein de fonctions, un manager, mais t'es jamais seul et c'est souvent des duos. Mais quand t'es 2 sur scène, c'est quelque chose à gérer parce que forcément, sans le vouloir, t'as un peu de l'ego qui rentre, t'as plein de choses, plein de paramètres parce que, mais donc c'est pas si facile. Et je pense qu'il faut vraiment se connaître depuis longtemps. Et même avec ça, c'est mis à rude épreuve. Et tu regardes, t'as très peu de duos qui durent et qui durent dans des bonnes conditions. La plupart se parlent plus après. Oui. C'est très compliqué, c'est très usant. T'y laisses beaucoup de plumes. C'est difficile de garder la relation que t'avais à la base intacte. Et même nous, quand on a arrêté d'être sur scène à 2, il nous a fallu au moins 1 an où on était toujours en contact. Mais vraiment, parce que nous, vraiment, pendant 5 ans, on a pris un TJV, on était H24 ensemble. Dans tous nos projets en plus. Que ce soit la scène, la fiction, les réseaux, tout. Et en plus, entre les tournages, les réseaux, les tournées, etc., on était vraiment 7 jours sur 7 ensemble, H24. C'est difficile. C'est difficile parce que tout était... Mais n'importe qui, tu verrais ton frère tous les jours, au bout d'un moment, t'en pourrais plus. Et en fait, mais il faut savoir composer avec ça, et en plus avec un facteur de travail, d'argent, avec du succès, la notoriété qui a monté, plein de choses qui sont complètement très dures à gérer. Heureusement qu'on se connaissait très bien, qu'on a eu l'intelligence, et à la fin vraiment du climax, on a un peu été, justement de se dire quand on s'est séparés, ok, on prend un peu chacun de temps pour nous. Et aujourd'hui, ça nous a permis de manière beaucoup plus saine de continuer à collaborer ensemble et aujourd'hui, chacun a des places différentes. Mais les 2 sur scène, etc., c'est très compliqué. Je pense peu importe le domaine. Tu regardes même les duos de musique et tout, ils finissent tous par se séparer. Les Oasis, c'est des frères, ils sont même tapés sur la gueule, quoi. C'est très difficile. Mais après, c'est un pari de bosser en tant que pote, parce que même si ta relation, elle est exceptionnelle, ça a tellement rien à voir dans un cadre de travail. Bien sûr. Surtout au début, t'as le stress. Mais c'est pour ça que t'en as plein qui, même dans les collaborations de du duo, disent jamais la famille, jamais les potes. Parce que c'est très difficile de travailler avec des gens où
bah la ligne elle est différente, tu vois. Par exemple, moi je vais prendre un collaborateur demain, on travaille, même si on peut très bien s'entendre. Bah demain je lui dis faut qu'on fasse ça, on reste très pro. La limite elle est très donnée. Ouais. Tu vas être avec ton cousin, ton frère, ton meilleur pote, bah il le fait pas, il va se permettre de te dire ça va. Si la veille t'es en réunion de famille en train de manger des merguez, le lundi faut switcher. Et toi, si t'es son boss, entre guillemets, tu dois lui dire ça. Faut lui mettre un coup de pression quand ça va pas. Et t'as des gens qui peuvent ne pas l'accepter, etc. C'est compliqué. Donc, bosser en famille, bosser avec des amis, etc. C'est quand même compliqué de pouvoir switcher et de garder, en tout cas, les relations intactes. Oui, puis je trouve qu'il y a aussi le côté très empathique. Tu sais ce qui se passe dans la vie de la personne. Bien dans sûr. Les hauts comme dans les bas. Donc, tu vas un peu la ménager au travail aussi. Bah ouais, et puis tu vas être soit plus dur, soit pas assez dur. Ouais. Mais tu vas rarement être, parce que tu vas te poser des questions qui sont pas naturelles qu'avec un collaborateur, bah juste t'es factuel. Bah là, oui, t'as trop de paramètres qui rentrent en jeu parce que t'as l'empathie. Alors, faut avoir de l'empathie pour tes employés, mais qui reste de l'empathie professionnelle. Oui. Et l'empathie, tu rentres pas dans des problématiques d'amitié ou de famille, tu vois. Ouais, tu mets tes limites. Ouais. Et du coup, maintenant, donc, vous avez annoncé que vous travaillez plus... Enfin, vous travaillez ensemble, que mais... le duo, en tout cas, en pas sur stand-by. scène. Alors, on a annoncé justement que le duo était toujours là, mais que juste aujourd'hui, on travaille sous d'autres formes dans chacun. Mais c'est pas pour autant qu'on travaille plus ensemble, quoi. Est-ce que tu appréhendais justement le retour du public vis-à-vis de ça? Bah, ça s'est fait un peu naturellement. Alors, dans la période où on a fait une pause, entre guillemets, parce que moi, mon spectacle, etc., j'ai pas fait tout de suite, parce que déjà, il me fallait du temps, et j'avais peur aussi de me précipiter et que ça déçoive. Ouais. Parce qu'en plus, on a arrêté vraiment à un moment donné, on commençait vraiment à avoir beaucoup de gens qui nous suivaient, etc. D'un coup, on a mis entre guillemets un stop. Et moi, c'est pas comme si j'étais un artiste solo qui ensuite avait été en duo. Je n'avais jamais rien fait en solo. Donc, j'avais quand même tout un apprentissage à faire. Je me suis dit, si je balance directement des trucs et que c'est pas ouf, les gens, ils peuvent se dire, ah bah non, mais c'est nul, en fait, on veut le duo. Même si, au début, de toute façon, même si j'ai pris du temps, bah, toutes les questions pendant au moins la première année, c'était il est où Daco? C'est quand le retour de Daco? Il y a eu beaucoup de ça. L'identification était difficile. Mais je savais que ça prendrait du temps et c'est normal parce que c'est très lent, l'information pour qu'elle parvienne aux gens. T'as mis des années à construire quelque chose et tu dois orienter vers autre chose. Et là, je vois que le travail commence à payer parce que j'ai énormément de gens qui ne savent même pas qu'il y avait Oda et Daco avant. Et même les gens qui avaient Oda et Daco me disent « Ah, j'adore ce que tu fais maintenant en solo, etc. » Donc, l'assimilation, c'est faite, mais c'est sûr que ça prend du temps. Mais en plus, au début, je me dis, ça change totalement la dynamique de jeu, l'écriture. Ah, tout est totalement différent. Toi, tu dois tout réapprendre. Au début, t'es solo. perdu. C'est comme si c'est un autre sport. Et comment t'as géré ça justement Est-ce que ça a changé ton humour? Est-ce que c'était très déstabilisant parce que t'es passé par toutes les étapes. À la fin, tu remplis des salles de 1000 personnes. T'es hyper à l'aise sur scène, t'as toutes tes habitudes de jeu que t'as construit sur des années, mais même dynamique même au-delà de la scène. Dès qu'il y avait une vidéo, typiquement tu vois Eric et Ramsey en interview, tu vois qu'il y a la dynamique directe, ping-pong, tac, ils se connaissent par cœur en fait. Bah nous on avait ce truc-là qu'on avait développé sur des années, à faire beaucoup de télé, beaucoup de YouTube, être invité partout, mais on sait très bien qu'à deux, en 2 secondes, on n'a pas besoin de se parler pour se chercher, pour trouver là où il va à l'autre, on animait des émissions, des trucs. Forcément ça allait très vite. Et là, d'un coup, bah, toutes tes habitudes de jeu, tu les as pas. Donc là, tu réapprends à marcher, entre guillemets, et t'es hyper moins stable, alors que t'avais pas de track et t'étais hyper à l'aise sur 1000 personnes. Bah, moi, au début, j'ai redémarré parce que moi, je me suis dit, je vais pas directement faire des grosses salles. Pas possible. Ouais. Tu reprends des salles, tu joues dans des petits comédie clubs devant 30 personnes. Et t'es hyper fragile, t'es pas là. Toutes tes dynamiques, en plus, à deux, elles sont vachement différentes. Parce que c'est du ping-pong, le rythme est vachement différent. Et donc, tu réapprends tout, quoi. Tu réapprends tout. Et c'est là, tu te dis, ouais, putain, j'étais sûr de mon truc. C'est comme si t'es hyper fort en foot, tu remplis des stades et d'un coup on te dit, bon, maintenant tu fais du tennis et t'es nul. Waouh, ok, d'accord. Mais après, tu le réapprends et puis c'est tout cet apprentissage. Mais qui était un peu vénère au début, ouais. Et t'as mis du temps à reconquérir justement ce public sur scène? Bah, au début, je voyais les gens qui, forcément, qui me reconnaissaient, etc. C'était, c'est sympa ton truc, mais vous allez refaire des trucs avec le duo, parce que forcément, tu peux pas délivrer le même produit au départ. Ouais. Je savais très bien. Mais je savais très bien que ça faisait partie de l'apprentissage et c'est normal. Et aujourd'hui, je l'ai plus et les gens qui viennent au spectacle adorent et prennent plus le truc en mode. Ça, c'est trop cool parce que tu vois, par exemple, mon spectacle, c'est beaucoup plus intimiste que j'ai lancé. Au bout d'un moment, je me rends compte de tous les trucs en solo que tu peux pas te permettre de faire quand t'es en duo. Mais comme je pense à un mec qui est chanteur dans un groupe, son premier album solo, il est beaucoup plus intimiste. Et tu vas beaucoup plus découvrir le gars. Et ben moi, mon spectacle, je raconte vraiment ma vie de A à Z. Ce que je pouvais pas faire sur le spectacle du duo, on était beaucoup plus en surface, où t'allais voir 2 potes qui font des sketchs, des impros et qui sont marrants. Donc c'était très divertissant. Mais là, c'est beaucoup plus introspectif. T'apprends vraiment à savoir qui je suis. Je rentre vraiment dans l'intime de mon enfance, mes parents, mon enfant, etc. Je raconte ma vie, quoi. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu t'interdis d'explorer? Alors moi, quand j'ai démarré, je me suis dit, je vais pas...
comme je vais démarrer le stand-up solo, j'ai pas envie d'avoir de prérequis établis dans ma tête. Je veux tester les choses. Donc vraiment, j'ai commencé à écrire en mode, j'ai essayé de faire du mainstream, j'ai essayé de faire un peu de l'absurde, j'ai essayé de faire un peu de... T'as des choses de base qui te font rire ou moins, mais... Ouais. Et puis, comme on dit, c'est un petit peu le public qui choisit ton clown. C'est que ça se trouve, il y a des trucs dans lesquels, demain, toi, tu rêves d'être un mec qui veut faire de l'humour très politique. Tu le fais, les gens, ça les fait pas rire. Et d'un coup, tu vas faire une phrase sur ta vie perso, les gens sont morts de rire. Tu dis, en fait, c'est dans ça que j'ai l'impression de résonner chez les gens, tu vois. Tu peux le travailler, mais ce que t'incarnes, ce que tu représentes aux yeux des gens, c'est quelque chose qui est presque naturel, tu vois. Et donc, du coup, c'est à toi de le voir en expérimentant. Donc, moi, et en fait, je me suis rendu compte que moi, justement, j'ai essayé de faire justement de l'actu, du machin. En fait, ceux dans le quoi j'avais l'impression d'être à l'aise et qui faisaient écho chez les gens, c'était le très perso, justement. Et de raconter, ma vie à mon échelle, etc. Et moins des trucs alors qu'il y en a qui le font très bien, qui vont rien dire sur eux, mais ils vont te faire de l'humour politique, de l'humour noir, de l'humour ce que tu veux. Moi, en tout cas, c'est dans ça que ça... Mais à la base, donc je m'interdis rien. Bon, même s'il y a des trucs que j'aime pas ou qui vont... Tu vois, tout ce qui va être offensant, tout ce qui va être... Ça va pas du tout être mon délire à moi. Mais en tout cas, j'ai expérimenté pas mal de trucs avant de me dire, ok, c'est plus ça. Et en plus, ça me ressemblait beaucoup plus, tu vois. Donc du coup, dans ta manière de créer, c'est plus conditionné au retour du public que t'as ta direction, je veux faire ça, j'y vais. Alors à la base, j'ai écrit tout ce qui me faisait marrer, c'est mon premier truc. Et ensuite, c'est les retours forcément publics qui vont faire que, j'ai l'impression que ça marche. Donc forcément... tu prends de la confiance là-dessus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fait un petit peu progressivement au contact des gens. Tu peux pas être dans ta bulle, surtout quand tu fais des métiers de scène, et écrire sans avoir aucune conscience de ce qui marche pas, ce qui fait cocher les gens. Moi, j'ai toujours été hyper connecté à ça. Mais même sur mon spectacle. Quand j'ai fini d'écrire mon spectacle, j'ai fait une tournée de rodage. J'étais vachement connecté aux gens. À la fin, il y avait du question-réponse avec les gens, à la fin du spectacle, vraiment en mode, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Est-ce qu'il y a des parties que vous avez moins aimées? Il y a des machins. Moi, c'était vraiment très important d'avoir le retour des gens. Et en plus, les gens, à la fin, ils étaient trop contents parce qu'ils avaient l'impression d'avoir participé un peu à la création du truc. Mais c'était de dire, c'est un spectacle en écriture, en rodage. Moi, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous attendiez? Moi, c'est important, même c'est hyper intéressant d'avoir les gens, ce qu'ils attendaient en venant voir, ce qui les a surpris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Et donc, j'ai vachement réajusté le spectacle grâce à ça. Ouais. Mais il faut vachement d'humilité, je trouve, pour faire ça, pour aller demander à ton public, qu'est-ce que vous en avez pensé c'est eux les juges, c'est eux qui payent, c'est eux qui rigolent, hein. Et surtout dans de l'humour. L'humour, tu peux pas forcer les gens à rire, hein. Tu peux être qui tu veux. Nous, on a vu des gens, des fois en comédie club, qui sont... C'est pour ça que jouer en comédie club, jouer dans les petites scènes, c'est la salle d'entraînement. T'es obligé de continuer. Il faut être au contact du public, de ce qui se fait. T'es obligé. Et c'est pour ça que t'as des artistes, des fois, qui s'embourgeoisent un petit peu, quand ça marche. Ils arrêtent de faire ça. Et au bout d'un moment, ils sont moins drôles parce qu'ils sont moins au contact du public. Donc en fait, pendant 3 ans, il tourne des films, il fait d'autres choses. Il écrit dans son coin, il arrive, et entre-temps, le niveau, il a changé, t'es plus au contact de ce que veulent les gens, et t'es moins drôle, quoi. Ouais. Et ça, c'est très instigué par les États-Unis, c'est-à-dire que là-bas, ils ont ce truc de, tu peux aller au Comedy Cellar et tu croises Dave Chappelle, tu vois. Parce que le mec, il peut remplir des stades, mais il sait très bien que dans les phases d'écriture, de machin, le mec, il a besoin de jouer devant 30 personnes, de voir la nouvelle génération, de se tenir, de s'entraîner, et il sait que derrière, en faisant ce travail-là toute l'année, quand il fait son stade, il est trop fort. Mais c'est un tel risque, je trouve, tu sais, tu rejoues un petit peu ta carrière tous les soirs quand tu montes sur scène. Mais c'est un des métiers où, tu vois, typiquement, un chanteur, quand il arrive à sa tournée, les gens, ils ont tous acheté l'album, ils chantent par cœur. Il n'y a pas de déception de qu'est-ce qu'il fait. Toi, les gens, ils y vont avec une promesse de, je sais pas ce que tu vas dire, parce que c'est le propre de l'humour, mais pour moi, t'es drôle. Ouais. Donc, t'as une attente, tu vois. Et donc, tu rejoues ton truc avec des salles de gens qui te connaissent ou pas, mais en mode challenge. Tu dois être drôle. Parce que les gens ont payé pour ça. Tu dois provoquer quelque chose, tu vois. Et à quel moment ça intervient l'oralité dans ton écriture? Parce que du coup, c'est indispensable d'avoir le ton, le rythme, de tester. Est-ce que tu écris et direct, tu vas tester ton passage en comédie club? Ouais, direct. Parce que tu peux pas te mettre dans des tunnels de 40 minutes d'écriture. Ouais. Il y a des thématiques sur lesquelles je me dis, ça serait cool d'être ça dans le spectacle. Tu t'écris 2-3 minutes. Et des fois, tu vois, dès les 2-3 minutes, les gens, ils sont pas du tout dans ce thème. Et ton point, ce que tu avais l'impression d'avoir touché une universalité sur quelque chose, en fait, non, tu savais pas trop écocher les gens. Et tu te dis, putain, je serais parti dans un tunnel si j'avais fait 40 minutes dessus. Alors qu'en fait, dès la sortie, ils étaient pas avec toi, les gens. Donc, t'as un truc où tu testes, tu vas à tâtons, tu montes, ah ouais. Et puis, des fois, tu vois le truc, ah ouais, c'est pas mal, ok. Tu pousses le curseur, tu pousses, tu montes. Et t'as juste, mais t'es obligé, en tout cas, moi, dans mon écriture, c'est toujours dans ça. C'est j'écris et en plus, surtout, c'est l'humilité, c'est de se dire qu'il y a rien que tu peux. Alors, avec le métier, il y a des trucs où tu sais quand t'écris, etc. Mais c'est jamais une science exacte. Il y a des trucs où des fois t'écris, tu dis ça va cartonner.
Et je suis sûr, les gens le soir, ils disent, ah non, bah non, pas du tout. Et des fois, des trucs, tu y crois à moitié, tu le fais, boum, ça marche. Ah ouais, ok, j'aurais pas pensé, Mais parce que tu peux pas du tout prévoir la corde sensible, tu sais, c'est pas une science exacte, quoi. Est-ce que quand tu écris, tu as un petit peu des rituels ou des moods dans lesquels tu dois être pour être productif et inspiré pour écrire? Au départ, j'étais beaucoup dans le truc de t'écrire un peu tout le temps. Mais j'ai quand même cet esprit qui doit être tout le temps en mode open. C'est-à-dire que, comme en plus, moi, dans le stand-up que je fais, c'est du stand-up vraiment d'observation de ma life. Ouais. Bah, dès qu'il m'arrive quelque chose, moi, je suis toujours un peu en mode ouvert. Donc, il peut y avoir un truc, mais à tout moment, je suis dans la rue, je sais pas, je fais un truc. Ah putain, trop drôle, boum. Je suis toujours en note, tu vois. Je note. Même si des fois, j'ai même pas de vanne, forcément. Mais j'ai un sujet, un truc de, ou un pote va me parler d'un truc. Ah ouais, c'est pas mal ce thème-là. Tac. Je note le thème. Des fois, j'ai des bouts de phrases. Ouais. Des fois, j'ai un truc j'ai l'impression d'avoir trouvé une musique d'un truc, tac, 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 je le mets. Puis après, et ensuite, sur les moments d'écriture, bah, tu prends un peu ta tambouille. Ouais, qu'est-ce que j'ai noté? Mais tu peux pas faire de stand-up si tu vis pas. Si tu fais que ça, si ta vie n'est que du stand-up, tu vas en automatique raconter des choses que tu vis pas vraiment. Et je pense que ça, c'est quand même un peu... c'est pour ça que tu as besoin, même entre deux spectacles, pour moi, de vivre des choses. Ouais. C'est comme si on se remplissait de choses et derrière, on va les transformer en angles marrants parce que pour moi, l'humour, c'est du décalage. C'est tout le monde voit une pomme et l'humoriste, c'est le mec qui va se décaler et dire « Mais non, mais vous avez pas vu que c'est trop marrant parce que le pépin... » Mais tu as besoin de vivre des choses. Et pour avoir ce décalage sur les choses que tu vis. Et si tu es qu'en automatique et sur des trucs que tu vis pas vraiment, bah, le décalage, il est pas naturel. Donc, en tout cas, moi, je vis vraiment ça comme... mais par contre, j'ai appris il ne peut pas y avoir que ça. Il faut vraiment savoir se discipliner. Écrire, et c'est une discipline que tu prends 3 fois par semaine. Tu prends une matinée, tu prends toutes tes tambouilles de ce que tu as, tous les fruits que tu as récoltés. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ça mène quelque chose. Bon, ça, c'est nul. Ça, c'est machin. Mais par contre, ouais, la matière première, c'est de vivre. Et derrière, faut structurer ça. Donc, c'est en mode des sessions où tu reprends toutes tes notes et tu te dis ça va aller sur scène, ça va aller dans un sketch. Ça, c'est marrant. Ah, ça, c'est plus une vidéo pour un truc. Ouais, complet. Ça fait de nombreuses années que tu évolues dans le milieu de l'humour et du stand-up. Comment est-ce que tu perçois l'évolution de ce milieu? Ça a vraiment... il y a vraiment eu un changement, je pense, une révolution, entre guillemets, sur les 5 dernières années. Je pense qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu l'humour quand on était plus jeune. Tu as une première phase avec le Jamel Comedy Club, moi, quand j'étais ado. Vraiment de démocratiser ça beaucoup plus pour les jeunes, les gens de la diversité, les gens de quartier, etc. Ou en mode tout le monde a commencé à vouloir en faire. Et là, il y a eu vraiment un deuxième avènement avec les réseaux sociaux et je pense les plateformes aussi, avec du stand-up sur les plateformes Netflix, etc. Et puis l'explosion des sketchs sur les réseaux, etc. Où aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas il y a 5 ans, c'est qu'un mec, il peut faire aucune télé, avoir fait très peu de scènes, etc. Il met ses extraits, il prend des abonnés sur les réseaux. Il peut avoir une tournée, le gars. Une tournée, un public, des salles remplies, etc. Ça n'existait pas avant. Avant, si t'avais pas une prod qui t'a développé, qui t'a pris une attachée de presse, t'as fait les bons interviews, les bonnes télés, l'affichage, le machin, un tourneur. Aujourd'hui, t'as des gars, on les a jamais vus nulle part. Ils ont des communautés, tu les connais même pas. Les mecs, ils arrivent, ouais, moi, je fais Bourse du Travail, Olympia, machin. T'es là, waouh. Ouais. C'est fou, tu vois. Alors qu'avant, t'avais quand même tout un cheminement qui était beaucoup plus long. Et donc, c'est plus concurrentiel. Mais c'est cool, ça veut dire que le truc arrive à maturité aussi. Et le niveau global est vachement meilleur. Aujourd'hui, tu as des gars, tu les as jamais vus. Ils ont 20 piges, mais ils ont été bercés à ça aussi. C'est-à-dire que eux, quand ils avaient 10 ans, ils se tapaient les premiers spectacles de Farid et tout. Donc, ils ont une connaissance du stand-up et ils font depuis qu'ils sont petits, qui font que les gars à 20 piges, ils ont déjà un niveau de ouf, tu vois. Et en plus, t'as des comédie clubs qui sont développés partout. C'est vraiment devenu une offre dans la consommation des gens, tu vois. Avant, t'avais des comédie clubs qu'à Paris. C'est-à-dire que les humoristes, s'ils voulaient percer, fallait qu'ils montent sur Paris. Donc, il y avait déjà tout un process d'écrémage de ouf. Là, j'ai fait ma tournée de rodage. T'as des comédie clubs dans toutes les grosses villes de France. Et même les villes moyennes, hein. C'est-à-dire que tu vas à Caen, Le Havre, Lille, Montpellier. Les mecs en local peuvent jouer tous les week-ends. Et t'as assez de public pour renouveler tout. Donc, c'est cool, quoi. C'est devenu vraiment une sortie, je pense, pour les gens comme tu vas au ciné ou tu vas en comédie club ou tu vas, tu vois. Donc, il y a vraiment une habitude. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un truc sur lequel tu peux vivre. L'industrie, elle s'est vraiment émancipée de ouf. En 5 ans, c'est incroyable, quoi. Et tu dis justement que maintenant, c'est plus accessible, entre guillemets, que ça s'est démocratisé, etc. Mais je trouve que le métier, il a vachement changé aussi parce que... Avant, t'étais artiste, donc tu écrivais et tu jouais et t'étais focus là-dessus. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, tu dois être entrepreneur, que tu dois connaître à 360 degrés. Ah, mais complet. En fait, en vrai, j'en parlais avec une pote humoriste, Blandine Lehoux,
qui a justement un très bon exemple de personne qui a démarré avec la scène normale, etc. Pendant des années, ça marchotait, etc. Elle a commencé à mettre des parties de stand-up sur les réseaux, elle a explosé. Et là, elle commence à faire une énorme tournée, elle remplit l'Européen plusieurs fois par semaine. Mais c'est full les réseaux sociaux. Et c'est pas une télé, c'est pas un article, c'est pas un machin. C'est les réseaux, d'avoir montré son travail sur les réseaux sociaux qui, en un an, l'a fait exploser. Et du coup, on en parlait sur le fait en fait, la partie de base, mais en fait, le quotidien d'un humoriste dans les années 90 et d'un humoriste en 2025 n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'avant, le mec, il écrivait des vannes, fin de mon métier, en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est même pas 10% de ce qu'on fait. C'est-à-dire que t'es community manager, t'es monteur, tu dois être comédien, t'es invité sur des trucs, t'es partout, en fait. Et du coup, t'es multicasquette, donc c'est cool, mais ça veut dire que le temps de cerveau disponible aussi, on n'est pas, tu vois, les journées sont toujours de 24 heures, par contre, tu vois. Et il faut quand même avoir la pêche d'écrire des choses. En même temps, putain, j'ai un tournage là. La plupart, on est aussi auto-entrepreneur. T'as plein de choses à gérer. Donc, c'est cool parce que t'as quand même une liberté aussi, qui est géniale. On est multicasquette. Mais, ouais. En fait, en vrai, je pense que l'effort fourni n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, on cravache comme des oufs, quoi. Oui, et le risque aussi de ça, c'est de se dire, le métier principal que je fais, je vais pas au bout du bout parce qu'en fait, justement, c'est 10% de ce que je peux consacrer. Ah, mais ça, c'est évident. Ça, c'est évident que si demain, tout tourne et que tu dois faire plus que écrire, tu tirais beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, dès le départ, tu peux avoir le meilleur stand-up du monde. Hein. Si t'as pas réussi à développer bien tes réseaux, ta visibilité, etc., tu vas être mort. Et t'as des mecs qui, à côté de ça, vont être moins talentueux que toi, peut-être intrinsèquement, mais eux vont être super bons en gérer l'algo, faire une vidéo, se filmer, trouver un petit concept et tout, et ils vont remplir des super salles. Donc non, tu peux pas te contenter d'être ça, sinon tu vas être complètement mort dans la course. Est-ce que tu as des conseils même sur la création de contenu pur ? Moi, je pense que sur la création de contenu, justement, la plupart, moi j'en vois beaucoup qui viennent à la fin de mon spectacle, des petits jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et qui sont un peu perdus parce qu'ils voient la finalité des contenus qu'ils consomment, mais ça leur paraît souvent un monde de se dire mais attends, je sais pas écrire, je sais pas me filmer, je sais pas monter, comment je diffuse, tout ça. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a donné, nous, l'envie avec Daco de créer une formation, justement, qu'on démarre la première session le 13 octobre. Une session pour justement la création de contenu, mais que tu sois un chanteur, un acteur, un humoriste, aujourd'hui, tu auras besoin de, comme on le disait au début de l'émission, de montrer ton travail sur les réseaux. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est un petit peu réussir à avoir des petits concepts d'1 minute, 1 minute 30 que tu vas montrer, mais que tu fasses du make-up, que tu fasses ce que tu veux. Et donc, nous, l'idée, ça va être pendant cette semaine de les accompagner de A à Z, de savoir trouver un concept, savoir le scripter, savoir l'écrire, savoir le dialoguer, ensuite savoir le tourner, savoir le monter. On va avoir un module sur l'IA aussi, sur l'algorithme, savoir comprendre un algorithme, savoir mettre en place un planning de diffusion, de A à Z, qui viennent au début en mode et à la fin. Eh ben ok, je sais écrire, je sais trouver un concept, je sais l'écrire, je sais me filmer, je sais m'organiser, je sais de quoi j'ai besoin au niveau matériel, au niveau etc. Donc de A à Z, qu'ils aient toutes les billes en main pour derrière, peu importe leur contenu derrière, in fine que ça va vouloir servir, ils peuvent être lancés dans le grand bain. Mais c'est vrai que ça, il y en a beaucoup qui ont pas ça, et nous c'est parti de ça parce qu'on a vu qu'il y avait une vraie demande. Donc c'est une formation qu'on lance là et qu'on aura tout au fil de l'eau avec des super intervenants. Tu vois, à la fin sur les concepts qu'ils ont. Eh ben, on aura des vrais professionnels du milieu, des comédiens, des producteurs, etc., qui vont voir leur travail. Donc, ça sera une chance aussi on met aussi à disposition notre répertoire là-dessus. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Et ça, c'est un truc que moi, à 20 ans, tu mets ça, c'est sûr que je me serais inscrit, tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est très complet et ça permet de transmettre. Donnez-moi les billes d'expérience que j'ai eues dans une vraie formation qui est en plus prise en charge. Alors, faut être intermittent, mais qui est prise en charge par l'AFDAS et qui permet à des mecs intermittents qui aimeraient bien créer, mais il y a personne qui va te donner un tuto en disant créer un contenu, faire ci, faire ça, ça. Et ben là, t'as tout et on va t'accompagner de A à Z, quoi. C'est un très beau projet et je pense que ça va aider beaucoup d'artistes. Venez à notre formation. Bon, elle est déjà remplie la première, donc on se plaint pas, mais... T'as aussi créé du contenu en couple avec, je pense au format Oula, qui était à la fois créé en couple, sur la vie de couple et se mettre en scène à deux. D'où est né ce projet et comment ça se passait concrètement de travailler là-dessus ? C'était la même démarche que quand moi, aujourd'hui, je vais créer du contenu ou je vais faire du stand-up. Ça a toujours été de m'inspirer de ma vie, tu vois. Et là, c'était vraiment typiquement deuxième confinement, tu sais pas quoi faire. Ouais.
t'as envie de créer de l'artistique parce qu'on est quand même des artistes, on a besoin de créer des choses. Je peux pas faire de scène, on peut pas jouer dans des trucs, etc. Et donc on se dit, bah vas-y, il y a une caméra, viens, on écrit, on se filme, on appelle une équipe, on appelle des potes et on tourne un truc, quoi. Et tout ce que t'écris dans l'écriture, bah tu t'inspires de scènes de la vie réelle. Bien évidemment, tu le romances, tu le rends un peu plus fit pour de la comédie et de la fiction, mais tu t'inspires de la vie réelle, de choses que t'as vécues, etc. Donc c'est toujours grossir, mais en partant vraiment le terreau, c'est la réalité. Ah ouais, toujours. Comment tu vis l'exigence de production et le rythme de création sur les réseaux ? Je pense qu'il faut pas être esclave de ça. Parce que sinon, moi j'en vois beaucoup qui à la fin diffusent pour diffuser parce qu'ils se disent sinon l'algorithme va m'oublier, sinon ceci, cela. Alors je comprends. Mais le problème c'est que il y a une exigence qu'il faut jamais s'enlever, c'est la qualité. Tu peux pas enlever ça. J'ai jamais voulu couper ce lien parce que c'est vrai que les gens ils t'oublient très vite. Il faut continuer d'alimenter. Sauf qu'à un moment donné, moi quand le spectacle a été fini d'écrire, et qu'on est parti en tournée de rodage, j'ai dit, tu sais quoi, moi, pendant 6 mois, je diffuse plus rien. Okay. Et je fais ce choix-là. Pendant 6 mois, j'ai rien diffusé, j'ai perdu pas mal d'abonnés. J'ai forcément été moins dans l'algo, les gens t'oublient très vite en plus sur les réseaux. Ouais. Et mais j'ai dit, ok, et si tu reviens avec de la qualité, mais par contre, quand je reviens avec de la qualité, tu vois. Et donc, pendant 6 mois, j'ai pas fait ça, j'ai fait ma tournée de rodage et j'ai fini mon spectacle, parce que je voulais pas en temps de cerveau je voulais être consacré à mon spectacle. Et vraiment juste à de l'écriture et vraiment remettre ce métier qui est mon métier de base au centre faut que j'écrive en 1 heure qui défonce. Et c'est ça, je veux que ma création soit que là-dessus. Et je veux pas être à côté de ça, faut que je trouve une vidéo pour mercredi, machin, j'écris un truc. Et bah, ce temps-là, qu'aurait été, une fois que j'ai fini le spectacle, en juin, j'ai dit, OK, à partir de là, je vais commencer à réécrire des trucs, trouver des concepts, etc. Les premières vidéos, bah forcément, l'algo se remet. Et au final, l'algo est revenu, tu vois. Et les gens sont revenus et j'ai repris des abonnés et le monde s'est pas arrêté de tourner. Et j'ai un spectacle. Donc, le spectacle, j'ai pu lancer. Mais si j'avais pas fait cette concession-là, mais en même temps, c'est pas une concession. C'est juste savoir, c'est un outil. Tu dois pas t'en servir forcément tout le temps. C'est pas l'outil qui doit être plus, l'outil ne doit pas être plus gros que la finalité du projet que t'as à la fin. Tu vois. Je suis d'accord, mais j'ai vu beaucoup d'artistes qui tombaient dans ce piège de changer de métier, justement. Ah, mais complètement. Tu vois, à un moment, tu deviens juste. Tu deviens créateur de contenu. Alors qu'à la base, t'étais chanteur, humoriste, comédien, ce que tu veux. Exactement. Mais parce que t'as aussi une réalité économique, à la fin, au bout d'un moment, t'en vis, c'est plus difficile et à la fin, tu tombes un peu là-dedans. Mais moi, j'en connais plein. Bah, typiquement, un mec comme Benjamin Verrica. Oui. Moi, je le rencontre à Montreux, super humoriste, ultra talentueux, etc. Mais ça marchait pas. Enfin, il jouait dans des pièces et tout, c'était cool, mais sur du stand-up qui est son métier de base. Et ensuite, il a intégré l'équipe de Pierre. Ouais. Au départ, pour être un sidekick. Et puis après, en fait, il a vraiment, parce que c'est un mec très drôle dans la vie. Donc, au final, vite, les gens ont eu un coup de cœur. Il a monté sa chaîne, ça a monté, etc. Mais au final, c'est très chronophage. Et nous, on s'en a rendu compte avec Oda et Dako, pareil, c'est qu'au bout d'un moment, alors le spectacle tournait, donc on n'avait pas besoin de l'écrire, mais si ça mettait autant de temps à ce qu'on fasse le 2, etc., c'est parce que nous, le rythme qu'on avait de diffusion sur YouTube, Insta, etc., faisait que ça prenait quasiment tout notre temps sur la semaine qu'on avait, en fait. Donc on avait le rythme de YouTubeur qui, en plus, avait un spectacle à jouer. Mais c'est évident que ça en pâtissait sur notre métier de base de stand-upper, tu vois. Et je sais qu'au bout d'un moment, bah ça a un petit peu annihilé chez Benjamin quand je lui parlais, un spectacle et tout, non, vas-y, c'est fini. Ouais. Et en fait, parce que t'as une sécurité financière, ça marche bien, t'as machin. Et c'est difficile, en plus, dans des traumas, de te dire, je vais retourner dans un truc qui marchait pas, pour un truc aujourd'hui qui est plus safe place, etc., mais qui, à la base, c'est pas ça ta passion, c'est pas ton truc. Donc, c'est ça le risque aussi, tu vois. Mais en plus, pour une consommation très rapide, je trouve sur YouTube, par exemple, c'est beaucoup d'efforts, de production, etc. Mais pour un truc où les gens, ils vont regarder 2 jours, 3 jours, et après, ça peut monter tranquillement un petit peu les stats. Moi, c'est ça. C'est un peu ça qui m'attriste dans le côté, tu pérennises pas grand chose. Ouais. T'as un peu ça même aujourd'hui, t'as même l'ubérisation du stand-up. C'est-à-dire que les gens, ils ont vu que par rapport à un texte écrit, ce qui marche le mieux, c'est les impros. Et c'est beaucoup moins exigeant. T'as les impros, vraiment, tu te filmes dans une salle, tu dis, il y a des gens en couple, toi, ça fait combien de temps? C'est beaucoup plus simple. Et, mais par rapport à écrire un sketch qui va te prendre 3 jours, le tester, le machin, avant de faire un sketch, le diffuser, mais c'est hyper long. Me filmer dans une salle où je vais juste dire toi t'es la RH de la boîte qui est là machin nan, les gens vont rigoler, t'as un niveau de rire direct, ça remplit ta salle s'il y a tout, mais tu te dis qu'est-ce que je pérennise dans 10 ans? Déjà t'es obligé d'en mettre tout le temps parce que c'est un peu une course à ça, c'est du fast food, c'est vraiment du fast food de trucs, mais tu te dis dans 15 ans les gens vont pas te dire ton sketch quand tu disais machin elle avec son mec bah non, t'alimentes la bête, t'alimentes l'algo, tu donnes à manger du facile à consommer pour les gens.
mais qui vont pas prendre l'introspection d'apprendre à comprendre ton univers, etc. Mais c'est sûr que dans ce truc-là, des mecs comme Eli Kaku, etc. n'auraient jamais pu exister. Parce que c'est des mecs qui avaient une écriture, un univers, les gens ont dû comprendre ce qu'ils faisaient, leur art aller au bout, et ça a donné des sketchs cultes. Les Inconnus, tout ce que tu veux, tous ces gars-là, et c'est parce que à l'époque, il y a une écriture, t'apprends à comprendre leur univers, ce qu'ils font, etc. Mais si t'es dans t'es dicté par l'algo et que t'adaptes ton art à l'algo, bah tu finis par l'algo. Il va typiquement, il va avoir c'est rapide à consommer, ça doit faire. Donc forcément, tu vas simplifier le truc, tu vas donner de plus en plus, et pour moi, tu vas simplifier ton art alors au lieu de donner ce que tu avais envie, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage parce que à la fin, c'est quoi comme trace qu'est-ce que tu auras laissé, tu vois. Ouais, j'ai rempli des salles, j'ai fait des vues, j'ai fait machin. Ça fait 10 ans que tu fais ça. C'est quoi tes sketchs? Les gens, tu vas leur demander c'est quoi qu'il fait, ils savent pas ton univers, ils sauront pas citer une de tes punchlines, c'est dommage, quoi. Oui, c'est pas du tout la même proposition en tant qu'artiste. Ouais, mais ça dénature le truc, tu vois. Ouais. Et justement, toi, qu'est-ce que tu as voulu proposer dans ton nouveau spectacle? Bah, un truc beaucoup plus, justement, très introspectif. Sur ma life, je me mets à poil et je raconte pendant 1 heure ma vie telle qu'elle est, avec mon regard de mon enfance à ma vie d'adulte, tout. Je balaye le truc et vraiment avoir un truc très introspectif. Et j'ai essayé même sur les parties où, justement, je vais avoir des interactions avec les gens, c'est toujours lié au spectacle. Et c'est même pas sur ça que je vais communiquer, tu vois. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est que les gens, ils apprennent à me découvrir moi. T'es venu voir un artiste, t'es pas venu voir le premier rang. Il y a qui est venu avec sa meuf, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, tu vois. C'est quoi ta routine avant de monter sur scène? Alors, je vais être très sincère, moi, ma routine, c'est d'être à l'heure déjà. Parce que je vais cavaler à droite, à gauche, j'arrive au théâtre, etc. Et après, moi, c'est plus une routine de mood, en fait. J'essaie de faire en sorte qu'il peut t'arriver plein de choses dans la journée. C'est pas le problème des gens. Les gens, ils t'ont fait confiance, ils payent leur place, ils veulent passer un bon moment avec toi pendant 1 heure. Donc moi, je vais essayer de me conditionner d'être dans un bon mood. Et c'est quelque chose que j'avais plus de mal à gérer peut-être avant, où j'arrivais... En fait, selon la journée que j'avais passée, j'allais être moins bon ou meilleur sur scène. Parce que forcément, c'est plus dur de faire rigoler les gens si t'as été vénère la journée parce que t'as appris de mauvaises nouvelles ou ci ou ça ou ça. Ça va être réussir de faire abstraction de ça, me recentrer dans l'heure d'avant et être dans un mood qui va être à peu près le même pour les gens tout le temps et qui va être le plus fidèle à rendre hommage au spectacle, à les mettre dans un bon mood, avoir quelque chose, parce que c'est très communicatif. Les gens, ils vont suivre ton truc. Si t'as un truc où t'es déjà nerveux, t'es pas bien, les gens, ils vont être dans ce mood-là avec toi, tu vois. Ouais. Donc, ça va vraiment être tout ce travail-là de réussir à être dans des bonnes énergies à diffuser, de les ramener avec moi là-dedans et que ça se passe bien. Tu as testé ton spectacle dans des comédie clubs, du coup, c'est des petits passages à chaque fois. Quand est-ce qu'on sait qu'on a un spectacle? Justement, tu fais une tournée de rodage. Et une tournée de rodage, c'est le spectacle en entier que tu joues dans des petites salles, mais tu joues le spectacle en entier. D'accord. Tu communiques moins dessus, t'annonces pas. J'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai dû faire une petite 20aine de dates. Et tu vas dans des petits endroits, donc vraiment à taille humaine, et c'est cool. Parce que vraiment, tu peux roder, tu testes, tu peux te casser la gueule. Les gens savent très bien qu'ils viennent voir un spectacle en rodage. Est-ce que dans la vie, tu ressens, en tant qu'humoriste, une pression à être drôle tout le temps? Ah non, moi, je me mets pas du tout ce truc-là. Et même quand les gens te disent « Ah, t'es humoriste, t'es machin », ouais, mais bon, toi, t'es pilote de Formule 1, je te demande pas de rouler à 200 sur le périph', tu vois. Donc, même si c'est intimement lié à notre personnalité, c'est-à-dire que qu'en tant qu'humoriste, ce que tu peux avoir comme en tout cas comme qualité dans la vie, ça va être de rebondir assez vite, d'avoir de la répartie, de trouver le bon mot, d'être bon client des choses. Donc, c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours eu à côté de ça dans ma vie, et qui est totalement lié à mon métier d'humoriste. Mais par contre, oui, je vais pas arriver. Ah, t'en as qui sont comme ça. Hein. T'en as qui sont humoristes dans la vie tout le temps, ils sont très fatigants. Oui. Mais je pense que la plupart des bons humoristes, je trouve que dans la vie, c'est des gens, au final, assez réservés, tu sais. Quelqu'un qui sont un peu en retrait et qui observe. Un peu, ouais, exactement. Je suis plus en recharge de choses. Ouais. Et sur scène, c'est là où je suis sur mon circuit, je peux rouler à 200, tu vois. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour progresser en tant qu'humoriste, en tant qu'acteur? Alors déjà, ce que je fais, moi, c'est que je regarde beaucoup ce que font les autres. C'est très important, je trouve, de se positionner, de voir, de s'enrichir de ça. Parce que t'as pas la science infuse et que c'est très important de tenir informé de manière globale de comment les gens, ils ont les angles, comment, ah putain, lui, il a bien level up, ah putain, il fait, aux États-Unis, t'as souvent des nouveaux types de flow, de machin. C'est hyper bien de se tenir informé. Et pareil moi, je suis un grand passionné de cinéma, de toujours, je pense qu'il faut consommer de l'artistique, faut regarder, faut baigner dedans. Parce que t'as beaucoup d'humoristes, une fois qu'ils deviennent connus, entre guillemets, ils regardent plus du tout d'humour, et machin. Moi, justement, faut que ça reste de la passion. Faut rester tout autant spectateur que acteur du truc, tu vois.
Quelle place tu laisses à l'impro aujourd'hui sur scène, par exemple? Bah justement, moi j'ai un peu des slots et plutôt que d'avoir un texte figé, moi j'ai mon texte, je déroule, mais à tout moment je suis en contact de ma salle. C'est vraiment, moi je veux que le 4e mur il soit fermé, il soit ouvert, pardon, pour que quand je leur parle, même si c'est pas forcément un truc où j'attends une réponse, ils aient pas ce truc de pièce de théâtre fermée. Oui. Il y a des spectacles comme ça. Moi je suis vraiment tout le temps en interaction avec les gens et ça va être même sur des petites questions. Vous voyez de quoi je parle? Non, parce que j'ai l'impression que, tu vois, Ouais, ok. et pas être dans un truc où je délivre mon train tous les soirs. Mais je suis tout le temps en contact avec eux. Et si à tout moment, il y a quelqu'un qui veut interagir, qui veut machin, je peux poser une question. Donc, c'est vraiment être dans un truc très naturel. Comme si recréer le truc de, il m'est arrivé un truc de dingue. Le soir, je vais bouffer avec des potes et je leur raconte. Ouais. Est-ce que ça, justement, ça fait partie, et si t'en as d'autres, des tips pour capter le public dès le début? En fait, en vrai, on fait pas un métier normal. C'est pas normal d'arriver devant une salle. T'as 100 personnes que t'as jamais vues de ta vie et je vais leur raconter des trucs intimes et leur faire croire qu'on est tous des potes et on va tous rigoler ensemble. Parce que c'est quelque chose de très intime de rire avec quelqu'un. Oui. Et là, t'arrives dans des salles où t'as 100 personnes que t'as jamais vues de ta vie. Je vais raconter des trucs sur ma vie, mon enfance, mon fils, ce que tu veux. Et on va rire ensemble tous de ça. On va créer une intimité d'1 heure. Et ensuite, vous rentrez chez vous et vous êtes venus partager ce truc-là. Ouais. C'est particulier, tu vois. Et donc, les tips, c'est de réussir à justement, je pense, être le plus proche de toi possible, en fait. Le plus proche de toi possible et le plus proche de... Moi, souvent, quand j'écris un truc, je me dis comment je l'aurais raconté à mes potes. D'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je fais des tests en comédie club, j'essaie de pas trop écrire. C'est-à-dire que je vais avoir des thématiques. Par exemple, je sais pas, je vais vouloir raconter une anecdote, je vais pas la scripter. Je sais où je vais. J'ai mon point de départ, mes 2-3 checkpoints et mon point d'arrivée de mon anecdote. Mais tu vois, typiquement, toi, il t'arrive un truc, tu vas le raconter le soir à tes potes, tu vas pas l'écrire. Le soir, tu vas le raconter naturellement. Oui. Et ben, donc, j'essaie d'être dans ça. Donc, vraiment, je vais arriver et mon premier jet va être très naturel. Ah, il m'arrive un truc de dingue, machin. Donc, il y a beaucoup moins de vannes. Mais en tout cas, c'est très naturel. Et après, et ça va me donner mon ossature, entre guillemets, du truc. Et autour de ça, je vais dire, j'ai l'impression que là, c'est un peu lent. Ça, et ensuite, là, je vais resizer et je vais le formater pour qu'il soit à un format plus stand-up avec du rythme, rajouter des vannes, monter des trucs, enlever des détails. Ça, ils comprennent pas trop. Mais mon premier jet, j'aime que mon ossature soit naturelle parce que c'est créer l'illusion que je le raconte à des potes. C'est super intéressant, mais je trouve que ça marche aussi avec ton personnage, mais parce que tu t'inspires vraiment de ta vie, etc. Ouais, bien sûr, mais que c'est pas trop généralisable quand tu fais non, sur moi scène. en tout cas, ouais. Ah ouais, non, mais chacun a sa tambouille, sa méthode et tout. Moi, ma méthode, c'est vraiment de partir de moi, tu vois. Aujourd'hui, tu es père. Est-ce que tu aimerais que ton fils se lance dans un métier artistique? Bah, moi, j'aurais pas la prétention de dire j'aimerais. J'ai pas de... J'imposerais rien, ça c'est évident, mais je soutiendrais, peu importe le domaine, il veut être peintre, chanteur, maçon, comptable, je le soutiendrai à 2000, mais en tout cas, je ne réfrénerai jamais si ça part du côté artistique, sportif ou ce que tu veux, et je lui donnerai par contre toutes les clés de dire ta passion, ça peut être aussi un métier. En tout cas, j'irai. Si j'ai l'impression que des choses le passionnent, je l'accompagnerai pour y aller à 200% là-dedans. Et pas que ça soit un truc que tu vas forcément un petit peu annihiler ou laisser dans une case parce que le plus important, c'est non, faut que tu fasses telle étude, des trucs très sérieux, etc. Peu importe. Mais peut-être que ça sera ça la voie qu'il aura envie de faire, tu vois. Mais en tout cas, je lui laisserai le champ des options libres sur tout pour qu'il puisse faire vraiment ce qu'il aime. C'est la seule chose qui compte. Est-ce qu'on crée pour soi ou est-ce qu'on crée pour les autres ? Je pense qu'on crée pour créer une rencontre. Mais que ça soit une rencontre d'une personne ou 1000 personnes, tu vois. Je pense que c'est que ça. C'est ce qu'on veut, c'est du choc. Mais choc, entre guillemets, que des choses s'entrechoquent. La vie, c'est que ça. C'est-à-dire que tu vas t'habiller d'une certaine façon, tu vas sortir dans la rue. Ce que tu veux provoquer, c'est un choc par rapport à un regard, à une société, à quelque chose. Tu vas faire une chanson. Le but, c'est que les gens prennent ce choc-là. Je vais faire une vanne, je vais l'écrire, je vais écrire un film, je vais écrire un livre. Peu importe ce que tu fais, c'est réussir à provoquer une rencontre avec d'autres. Parce que je pense qu'on est vraiment l'homme, c'est un animal de groupe. Et ce qu'on a besoin, c'est de créer de l'interaction aux autres. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais plein de fois, tu vas être toute seule ou avec des gens que tu connais pas, il t'arrive un truc drôle. Tu te dis, putain, j'ai trop hâte de voir mes potes pour lui raconter ou tel. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, t'as ce truc-là parce que pour toi tout seul, ça sert à rien. Le but, c'est que c'est de partager. C'est de partager quelque chose, tu vois. C'est ça le but. C'est vraiment c'est une expérience commune de vivre des choses ensemble et réussir à créer ce truc-là parce que t'as l'impression que toi, t'as un domaine dans lequel tu vas réussir à créer des rencontres trop cool.
Mais peu importe ton domaine, que ça soit... moi, quand je fais une peinture, les gens ils vont la voir et ça va créer quelque chose. C'est créer des moments où les choses s'entrechoquent avec des gens. Ouais. En parlant de partage, est-ce qu'il y a un artiste de tous les domaines que tu aimerais nous faire découvrir? Attends, qui est pas connu mais qui gagnerait à être connu? Alors, je sais pas si soit j'ai toujours un métro de retard, soit je suis hyper précurseur, mais à chaque fois que j'ai un artiste que j'aime bien, il pète très vite après. Ok. Et donc après, t'as un peu ce truc-là de mais c'était mon, tu sais, limite. Alors c'est super pour l'artiste, mais t'as bien quand t'as des artistes un peu cachés que personne connaît, et t'as l'impression quand tu l'écoutes t'es un peu tout seul. Et quand tu rencontres quelqu'un qui l'écoute, t'as l'impression d'être dans un truc un peu société secrète. Et dès qu'ils deviennent mainstream, t'es là, ouais. J'écoutais avant. Vous connaissez pas, vous, c'est trop facile pour vous. Tu vois, là ça m'a fait ça avec une artiste qui s'appelle Miki, je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Et donc moi il y a genre un an et demi. Je crois que c'est une pote qui me fait écouter ça. Je sais plus, mais un truc. Mais elle était vraiment, à l'époque, elle fait de la zig dans sa chambre. C'est à l'arrache, ses clips. Et je dis, putain, elle a un truc de ouf, cette meuf. Elle a un vrai délire, machin et tout. Là, je viens de voir, elle est nommée au Energy Music Awards. Ouais, maintenant. Ça y est, on l'a perdu, c'est fini. Mais super pour elle, c'est charmé. Oui. Mais j'étais là, ah putain, elle est déjà, elle va être à côté de Matt Pokora, putain. Alors que c'était genre l'artiste que je trouvais trop cool parce que, et puis surtout, pas du tout formaté ce qu'elle faisait. Oui. Et ben, alors justement, j'ai vu qu'elle sortait son album et qu'elle répondait là-dessus, où elle était un peu citée en exemple d'Industry Plant. En fait, exactement. En gros, elle a été récupérée par l'industrie et ça y est, maintenant elle est full dans le système, tu vois. Et alors que à la base c'est une petite meuf qui fait de la musique dans sa chambre et qui a rien à foutre. Ouais, mais je trouve ça c'est très français le truc de un artiste il est authentique tant qu'il perce pas et après on l'a perdu. Mais c'est le but un manque. Et puis surtout tu peux être authentique à grande échelle. Bien sûr. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Tu sais, quand toi t'écris une chanson, in fine le but final c'est que t'écris jamais une chanson. C'est des menteurs ceux qui disent ça, que t'écrives un sketch, une chanson, un film où tu te dis pas j'espère que tout le monde va trouver ça cool. C'est obligatoire. Tu peux pas te dire, vas-y, j'écrirai une vanne, mais j'espère qu'il y a 1000 personnes qui vont être drôles et que ça va rester un truc de niche. Non. Si t'écris une chanson, t'essaies d'écrire la meilleure chanson. Oui. Et donc, si au final ta chanson touche 1 million de personnes, bah, c'est que t'as réussi ton truc. Mais c'est pas pour autant que t'étais moins authentique quand tu l'as fait. C'est que t'as mieux réussi ton pari. C'est tout, tu vois. Donc, t'as ce truc très français de dire, les gens, ils sont un peu, ça devient nul dès que ça devient trop écouté, quoi. Ouais. Ou quand tu fais pas trop de vues ou que ça marche pas, c'est, non, mais de toute façon, moi, c'est plus underground de ce que je fais. Non, c'est pour que ça marche pas, ton truc. Ouais, voilà. mais ouais, donc j'ai vu ça sur Mickey, donc pas bon exemple. Bah, tu sais quoi. Dans les humoristes, je pense qu'ils gagneraient à avoir plus de visibilité. J'ai un pote qui s'appelle Anthony Cotu, qui est hyper drôle. Il était coach sportif, il s'est lancé. Il se markete pas bien sur la réseau encore. Et c'est là, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Sur scène, c'est un tueur. Ça veut dire que sur 7 minutes, franchement, c'est un de ceux qui aujourd'hui est le plus efficace en comedy club et tout. Moi, je l'ai vu, on était à Marseille et puis on était à Poitiers aussi ensemble. Il fait les premières parties d'Edgar Rive aujourd'hui. Sur 7 minutes, il casse une salle. Il te retourne une salle. Mais aujourd'hui, les gens le connaissent pas. Parce que il faut qu'il développe le côté réseau et tout. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il y a 15 ans, je suis sûr qu'il aurait commencé à faire des télés, des machins et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est à côté-là, c'est bon, t'es fort en... Et donc, ouais, tiens, Anthony, allez chercher. Regardez ce qu'il fait, c'est très bien, très drôle. Super recommandation. Quel conseil tu donnerais à un jeune humoriste ? En vrai, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que je trouve que l'offre, elle est assez mûre pour qu'il y ait un peu tous les types d'humour qui marchent. Tu sais, t'as eu un peu la génération où tout le monde faisait du Gad Elmaleh. Ouais. Après, il y a eu le moment où tout le monde faisait du Fari. Aujourd'hui, tu peux... Mais je pense qu'il y a eu ça dans le rap, il y a eu ça un peu dans tout, dans les industries qui arrivent à maturité. Aujourd'hui, c'est tellement large, il y a tellement de public que tu peux complètement être toi et ça peut marcher. Même avec une niche, ça représente déjà un public assez gros pour avoir des salles remplies, tu vois. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, t'as un jeune humoriste écrit, il y aura sans doute un comedy club pas très loin de chez toi, même si t'habites pas à Paris. Et teste, vas-y, kiffe, quoi. Kiffe à fond. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins de sacrifices qu'avant, où c'était quand même des trucs où tu te dis... il y a 20 ans, t'es sûr que t'as envie d'aller là-dedans, mec, tu vas avoir des années de galère. Là, tu peux assez vite jouer, faire un petit cachet. Aujourd'hui, tu peux avoir 20 ans, jouer, être en province, jouer dans le comédie club du coin, prendre un peu d'oseille. Si t'es pas trop bête, développer tes réseaux à côté. C'est cool avoir une communauté. Ça peut assez vite être un lifestyle assez sympa, tu vois. Là où il y a 20 piges, c'était pas ça, je pense, hein. Au début, tu joues, t'as aucun endroit pour jouer. T'as 3 trucs sur Paris. Si avoir accès aux télé, c'était un chemin titanesque. Entre le petit mec dans sa province et avant de réussir à avoir une salle remplie, être sur Paris, être en télé, mais le chemin, c'était un parcours du combattant. Aujourd'hui, ça peut être plus cool, donc franchement, allez-y à 2000, quoi. Lancez-vous. Lancez-vous.
Je te pose ma dernière question, du coup, pour conclure ce podcast. C'est quoi pour toi la vie d'artiste ? Les gens, je pense qu'ils fantasment beaucoup la vie d'artiste en disant « Ouais, c'est un peu vida loca ». Les artistes, la plupart que je connais, en tout cas autour de moi et même moi, on est chiants de ouf. Hein. On a des vies hyper classiques. Hein. On a des vies hyper classiques, on est hyper rangés. La plupart des artistes, ils boivent pas. C'est un peu le fantasme, ça boit, ça picole, ça prend de la drogue, ça fait la teuf. La plupart. Alors, rien que là, par exemple, j'étais il y a 2 semaines, on a fait l'Arena de Poitiers. 4500 personnes. Et donc, j'étais avec Émeric Lompré, Thomas VDB, Marine Leonardi, Blandine Lehoux, Thomas Angelvi, que des gros noms, Laura Lone, des gros noms qui remplissent, qui ont des millions d'abonnés et tout. L'after, on était tous comme ça, personne buvait, on n'a rien fait. On est parti bouffer, minuit, tout le monde était à l'hôtel pour faire dodo. Pas du tout la dinguerie, quoi. Ouais. Au final, et en plus, je pense, ça va avec le fait qu'aujourd'hui, on est multicasquette, autant entrepreneurs, la plupart. Si t'as des enfants, t'as machin. Bah, en fait, on est des petits chefs d'entreprise qui menons notre truc. Et on a des vies très organisées finalement. Mais je pense que artiste, c'est juste qu'au fond de toi, t'as quand même gardé éveillé le côté enfant, passion, et tu l'as pas tué. Et t'as réussi à créer autour de ça. Parce que t'as continué d'y croire et de te dire, bah, moi, je faisais des petites blagues dans la cour et bah, ça sera ça que je vais organiser. Je pense que c'est ça. Je pense qu'artiste, c'est juste cette petite flamme que t'as conservée et que t'as créée autour de ça, tu vois. Tu t'es organisé autour de cette petite flamme que t'as pas éteinte. Je suis tout à fait d'accord, c'est conserver ses yeux d'enfant. Où est-ce qu'on peut aller te voir en spectacle ? Alors, je suis au Théâtre des Mathurins, tous les mercredis à 21h jusqu'à fin décembre. Donc, venez, c'est un spectacle qui s'appelle « Tant qu'il y aura un ciel », où c'est vraiment du stand-up, je raconte ma vie. Je fais aussi... Il y a des petites surprises à la fin, c'est que je vais pas teaser. Mais c'est du stand-up, mais pas que. Et j'ai essayé justement d'avoir un truc qui était un peu un éventail de ce que je sais faire et qui peuvent aussi surprendre les gens qui me découvrent, mais où je vais vachement dans l'intime mais qui est aussi dans la continuité de ce que je faisais avec Daco, mais tout en ayant un truc où vraiment je vais me concentrer sur moi et essayer de partager aux gens en racontant ma vie, quoi. Eh bien, allez au Théâtre des Mathurins pour voir Oda sur scène. Oui. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était cool. Tous ces conseils, ce parcours, c'était super intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, ce podcast, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Et puis on se dit à très vite sur Première Loge.